Allô? Je suis Pierre Gégadin, maire de Locquenolé. C'est une petite commune du nord Finistère, située sur la baie de Morlaix. Toute petite commune évidemment, 85 hectares, c'est une des plus petites du département, mais 648 habitants au dernier recensement, et c'est une commune très vivante. Bonjour, village dynamique en effet qui s'apprête maintenant à partir pour la Roumanie. De Locquenolé, vous connaissez son arbre bicentenaire. Il y a un peu plus d'un an, le maire nous écrivait en nous demandant de l'aider à sauver cet arbre. Eh bien aujourd'hui, c'est une deuxième aventure qui commence. Nous allons la vivre ensemble, le jumelage de Locquenolé avec un village roumain. Jumelage antérieur à la Révolution, mais qui n'était jusqu'à présent que symbolique. Les deux villages n'avaient même pas réussi à correspondre. Alors ce que nous avons voulu, nous, dans un premier temps, c'est tout simplement permettre aux Bretons de découvrir ce village, Agija, situé au bord de la mer Noire. Et ce fut fait grâce à John-Paul Lepers, qui est allé sur place. De Morlaix, entre le Léo et le Trégor, Locquenolé, la plus petite commune du Finistère. Ici, on dit Locqué. C'est directement adressé à vous maintenant. Bun. Cel de-al doilea film pe care îl prezentăm este un film făcut de jurnalist Bretania, un film special pentru dumneavoastră. Il faut que vous sachiez, habitants d'Agigéa, qu'en France, en Bretagne, là, nous sommes un petit village qui est prêt à aller vous voir, un village qui pense à vous depuis quelques mois. Ce que vous avez besoin, si on peut, on vous l'apportera, si vous voulez bien qu'on aille là-bas. Nous sommes prêts à proposer un hébergement pour les habitants de Locquenolé. Ils seront les bienvenus chez nous, dans nos familles. Agigea, il y a 20 ans, c'était encore un charmant village de pêcheurs, station balnéaire et centre touristique au bord de la mer Noire. Dans quelques jours, quand les Bretons arriveront avec leurs camions bourrés de bonnes intentions, ils vont découvrir ce que le régime de Ceausescu a réussi à faire d'un village de 5000 habitants. Un jour, le dictateur prit une décision. Agigea deviendra un centre industriel. Il inscrivit la commune sur la liste des 8000 villages à systématiser. Le plan prévoyait l'élimination pure et simple de toutes les maisons individuelles, organisations sociales jugées anticommunistes. Ceausescu préférait voir ses Roumains bien rangés et bien surveillés. Résultat, un quart du village a été rasé. Voici le centre-ville, un carrefour, c'est tout. Pas d'église, pas de café, le seul restaurant est fermé. Le village d'Agigea a beaucoup souffert, particulièrement dans 3 domaines. D'abord, les plus belles maisons ont été détruites. Ensuite, les terrains agricoles ont été confisqués. Les paysans obligés de travailler en usine. Enfin, les habitants d'Agigea ont perdu leur tradition culturelle, leur folklore et leur histoire. En fait, le régime de Ceausescu a été comme un rouleau compresseur sur le village. Autrefois, la mer arrivait jusqu'ici. Le port de pêche a été englouti par les remblais du canal qui devait relier la mer Noire à Bucarest. Projet mégalo aujourd'hui arrêté, mais Agigea continue de souffrir. À cause du canal, la nappe phréatique remonte et gangrène les fondations des maisons. Le canal est inutilisé, aucun trafic commercial, juste quelques bateaux pour touristes l'été. À 3 km de là, nous avons découvert la dernière plage d'Agigea. L'embarcadère pour croisière, la promenade des touristes fréquentée uniquement par les gardes-côtes. Il y a encore 4 mois, ils devaient tirer sur tout suspect, le littoral étant déclaré zone stratégique. Enfin, rescapés de la catastrophe, quelques barques de pêcheurs. Elles sont 4. Elles incarnent le passé d'Agigea. Agigea est un mot d'origine turque qui signifie la plus belle. Alors vous l'avez vu, nous avons décidé de remplacer la lettre qui n'arrive jamais par la cassette vidéo. Et ce premier contact, John-Paul, avec Agigea a été assez difficile. Mais il est difficile d'arriver dans ce village qui est totalement sinistré, où il n'y a pas de centre-ville, où il n'y a pas de café,
Le maire habite à l'autre bout du village et il est maire que depuis 2 mois, donc il ne sait pas très bien non plus de quoi il est maire. Les gens avaient l'habitude d'avoir un pouvoir toujours au-dessus d'eux. Depuis 40 ans, ils ont vécu le communisme. Avant, c'était la royauté. Enfin, ils n'ont pas connu la démocratie. Enfin, c'est des gens qui ont peur quand ils voient arriver des étrangers. Alors, ça explique que vous avez beaucoup de mal à rassembler ces gens qu'on vient de voir pour cette projection. C'est-à-dire qu'on voulait faire cette projection, on voulait que tout le village soit là. Et les gens avaient été méfiants quand le maire a lancé des émissaires. Ils pensaient qu'ils allaient être encore une fois manipulés par le pouvoir, qui allait les faire figurer comme des figurants à une réunion politique quelconque, alors que c'était des Français qui venaient pour montrer la France, la Bretagne. Alors nous allons continuer à découvrir Agigea, mais Agigea aujourd'hui, après la Révolution. Ça y est, depuis la Révolution, les habitants d'Agigea ont de nouveau le droit d'accueillir des étrangers chez eux. L'électricité n'est plus coupée après minuit, comme c'était le cas il y a encore 4 mois. À l'occasion d'un mariage, on peut, comme presque partout dans le monde, faire la fête toute la nuit. Les miliciens n'interviennent plus. Au supermarché, le changement est net aussi. Le gouvernement roumain a limité les exportations vers l'étranger. Résultat, les rayonnages sont plutôt bien garnis, même s'il manque trop souvent de fruits et de légumes frais. Oui, il y a de la nourriture. On en trouve plus facilement qu'avant. Et vous, monsieur? Est-ce qu'il y a assez à manger? Bien entendu, ça va mieux. C'est normal d'ailleurs. Mais quelques mois seulement après la Révolution, on ne peut pas tout avoir. Ici, à la campagne, nous sommes plus rationnés qu'en ville. Alors que nous aussi, nous vivons en HLM. Et comme eux, nous travaillons en usine. Malgré tout, depuis la Révolution, la vie quotidienne des habitants s'est améliorée de manière significative. Mais attention, cette abondance est toute relative. Pendant les années Ceausescu, il n'y avait rien à acheter. Alors les Roumains se sont constitués un petit pactole qu'ils dépensent en ce moment. La Roumanie reste un pays pauvre. Son économie est exsangue. À Agigea, les techniques de production n'ont pas évolué depuis la dernière guerre. Toutes les activités sont étatisées. Même le barbier est un fonctionnaire. Pour nous, Européens de l'Ouest, visiter Agigea, c'est un peu comme voyager dans le temps, au milieu d'images qui déclenchent parfois la nostalgie du passé. Mais la réalité nous ouvre les yeux. Ici, dans la ferme d'État, les salaires mensuels dépassent rarement les 900 francs. Les ouvriers travaillent 6 jours sur 7 et la rumeur court en Roumanie qu'une vache ne produit que 2 litres de lait par jour. Une vache française, environ 15 litres. Toujours sur la commune, la ferme industrielle de poules pondeuses. Comme chez nous, les volailles sont élevées et nourries à la chaîne. Ici, les conditions de travail sont très pénibles. La poussière rend l'atmosphère irrespirable. Les maladies sont fréquentes. Et pourtant, les souffleries existent, mais elles ne fonctionnent pas. Faute d'argent pour payer l'électricité. Partout dans le village, les besoins en matériel sont flagrants. Il faudra également beaucoup de temps pour retrouver la motivation et l'esprit d'entreprise. Alors John Paul, grâce à vous, on a découvert Agigea. Les Bretons iront pour le week-end de Pâques, et on verra tout à l'heure, ils n'iront pas les mains vides. Mais ce que nous avons voulu aussi, c'est permettre aux gens de Locquenolé de découvrir à leur tour ce village roumain avec lequel ils sont jumelés. Et vous êtes allé sur place à Locquenolé en compagnie, bien sûr, de Michel Fula. Lundi, 20h, sur les hauteurs de Locquenolé. Les premiers habitants intéressés par la projection annoncée arrivent au foyer des jeunes. On est venu aussi de Morlaix, des communes voisines. Une réunion complètement apolitique et conviviale. Ici, tout le monde se connaît. 21h, la salle est bondée. Le maire évoque le prochain jumelage avec Agigea. Nous sommes sur la bonne voie. Nous partirons en Roumanie. J'étais en votre nom il y a à peu près un mois et demi. J'étais en votre nom. C'est au tour de John Paul Lepers, envoyé spécial en Roumanie, de raconter son voyage et sa visite à Agigea, avant de projeter un premier reportage. Agriculteurs du village français Locquenolé pour échanger des expériences sur l'agriculture, sur l'élevage des animaux. Je pense que ça pourra être enrichissant. Agigea.
et Adjidja deviendra un centre industriel. Il inscrivit la commune sur la liste des 8000 villages à systématiser. Le plan prévoyait l'élimination pure et simple de toutes les maisons individuelles, organisations sociales justifiées. Sensible aux images, attentif à ce qui se dit, on perçoit mieux ce qui attend la délégation là-bas. Bien surveillé. Résultat, Questions et réactions ne vont d'ailleurs pas tarder. voici le centre-ville, un carrefour, c'est tout. Pas d'église, pas de café, le seul restaurant est fermé. Est-ce qu'il y a une possibilité d'investir pour eux-mêmes, si vous voulez? Ah oui, ma femme parraine une enseignante roumaine. Parlant français, professeur de français et d'anglais. Alors, pour la faire venir, moi je suis contente de la faire venir à Lokénolé. Comment la faire venir? Est-ce que les passeports coûtent encore cher? S'il y a des personnes ici qui vont là-bas, ils ont besoin bien sûr de conseils, ils ont besoin de livres, ils ont besoin de revues techniques sur l'élevage, sur l'agriculture, des choses techniques. Alors par exemple, j'ai des produits contre l'hypertension. Est-ce que je peux les amener comme parce qu'il y a sûrement des adultes qui sont hypertendus qui n'ont pas de médicaments, je suppose, je sais pas. Autre sujet, les problèmes de l'agriculture à Adjidja. Nous avons demandé si l'envoi d'un expert pouvait être envisagé. Je pense que ça peut être étudié. Oui. Il est certain que c'est surtout de savoir-faire que nos collègues roumains ont besoin. C'est peut-être une solution ou un début de solution par cet échange de conseillers. Attentifs, on est resté jusqu'au bout. Au fil de la soirée, la discussion fut instructive pour ceux qui vont partir et puis les reportages ont marqué. Oui, l'orphelinat, on est très étonnés par tous ces gamins qui se ressemblent. On a l'impression que ce sont tous les mêmes. Tous ces gamins aussi qui étaient regroupés, qui nous attendent, qui attendent quelque chose Vous avez participé au voyage aussi? Oui. Bon, j'espère qu'ils n'attendent quand même pas trop de nous. Non, je pense qu'on sera là comme observateur. On peut rien apporter directement, hein, je pense. Donc il ne faudra pas qu'on soit uniquement des modèles positifs, parce que bon, faut qu'ils soient capables d'analyser un petit peu leurs problèmes personnellement, quoi. Parce que je ne sais pas si on a les meilleures solutions, forcément. C'est tout. Alors Michel et John-Paul, vous étiez tous les deux à la réunion que l'on vient de voir. Vous, Michel, et on le verra tout à l'heure, parce que vous allez partir en Roumanie avec les Bretons, et ceci pour Pâques. Et puis vous, John-Paul, tout simplement parce qu'ils avaient, et on s'en est rendu compte, beaucoup de questions à vous poser. C'est-à-dire que j'étais enfin là, leur représentant. Ils m'avaient envoyé un peu pour savoir à quoi ressemblait leur village qu'ils avaient parrainé depuis un an. Et moi, j'avais donc des nouvelles à leur apporter, concrètes, qui leur permettaient de s'organiser pour savoir quoi apporter. Par exemple, un médecin de l'orphelinat avait reçu un microscope, mais elle n'avait pas reçu les petites lamelles de verre. Donc elle ne pouvait pas faire ses analyses, donc ils vont apporter ces petites lamelles de verre. C'est rien du tout, mais sans ça, le microscope, il ne sert à rien. Et elle avait besoin également d'un Vidal, parce qu'elle avait beaucoup de médicaments qui étaient arrivés de toute l'Europe, mais elle ne savait pas à quoi servaient ces médicaments, elle n'avait pas le mode d'emploi. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de poursuivre le travail journalistique et d'aller à la fois aller vers les gens qui vont réellement en avoir besoin. C'était ça qui m'a beaucoup intéressé. Alors, l'aide concrète, on va le voir dans quelques instants à travers 2 autres reportages que vous avez réalisés sur place à Adjidja. Quant à vous, Michel, bon, ce qui était intéressant aussi, c'est que ces gens vont partir, ça ne va pas être une partie de plaisir, ils vont partir en car, ils vont faire beaucoup de kilomètres, mais avec un but concret, c'est-à-dire répondre aux questions qui sont posées. Exactement. Alors, le voyage va se faire en car, 3500 km jusqu'au bout de la mer Noire. Et évidemment, tous ces gens étaient intéressés parce que il y avait des annonceurs, on avait convoqué un petit peu, disons, tous les notables de la région et tous ceux qui allaient donner pour cette mission plutôt. Voilà, et c'était en fait une grande solidarité à travers tout le village et tous les gens qui sont acteurs et qui seront acteurs de ce jumelage. Alors, aide concrète, qu'est-ce que c'est l'aide concrète? On va le savoir tout de suite à travers le reportage que John-Paul a fait sur place, chacun disant, ben voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin, écoutez, de cela. Je me présente, je suis agriculteur à Adjidja. J'aimerais rencontrer les agriculteurs du village français Lokénolé pour échanger nos expériences sur l'agriculture, sur l'élevage des animaux. Je pense que ça pourra être enrichissant. Je suis professeur à l'école d'Adjidja. Nous avons besoin de livres, de disques en langue française.
Personnellement, j'aimerais bien rencontrer des collègues de l'Okenolé pour échanger des idées, des informations. Bon, alors moi, j'aimerais, enfin si c'est possible, nous les jeunes, nous aurions besoin d'un club de distraction pour les jeunes, avec des jeux mécaniques, tout ça, quoi. Enfin voilà, et puis surtout, on aimerait pouvoir discuter avec des Français, aller en France et puis les inviter chez nous, en Roumanie. Alors un catalogue de demandes très précises, on vient de le constater, et on va s'apercevoir dans votre dernier reportage, John Paul, que cela s'inscrit dans un contexte de vie difficile, notamment au niveau des enfants, au niveau de cet orphelinat que l'on va découvrir. Et on va s'apercevoir aussi en même temps comment, dans les têtes, on vit aujourd'hui l'après-révolution, l'après-Ceausescu. Dans ce village, ne s'est rien passé. Pendant le jour de 21 et 22 décembre. Rien inquiétant. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites la classe exactement comme avant la Révolution? Non. Aujourd'hui, je fais la leçon avec beaucoup d'enthousiasme. Bonjour mes élèves. Bonjour camarades professeurs. Qu'est-ce qui va changer, à votre avis, dans l'enseignement en Roumanie pour les enfants? Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils désirent, leurs désirs, leurs vœux. C'est ça. La fête va commencer dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Et qu'est-ce qui change dans votre vie à vous, madame? On va attendre. C'est difficile à dire. Oui. Pourquoi c'est difficile à dire? Je ne sais pas. On va voir. Même mort, le dictateur Ceausescu est encore dans les esprits de tous les Roumains. Ici, dans l'orphelinat d'Adigea, il n'est toujours pas question de liberté. Le directeur n'a pas été changé, il a simplement décroché les portraits de la famille Ceausescu. Pour lui, il est toujours à la tête d'une armée de petits soldats qui devront servir le pays. Révolution quand même à l'orphelinat. L'arrivée, il y a quelques mois, de cette jeune femme médecin. Son prénom, Luminitsa, lumière. Je les aime. Le directeur nous reçoit dans son bureau et nous fait part du besoin le plus urgent pour son orphelinat. Le problème numéro 1, que nous n'allons pas pouvoir résoudre ni au niveau local, ni au niveau national, c'est le manque d'une machine à laver. Derrière cette porte, on pense avoir besoin d'autre chose. Je pense que maintenant, c'est besoin pour les Roumains de découvrir aussi l'espoir et l'idée que l'espoir est possible de se matérialiser. C'est nécessaire de changer les points de vue. C'est nécessaire des spécialistes. C'est nécessaire d'apprendre la démocratie dans tous les aspects de la vie, d'avoir courage. Bien voilà, c'est maintenant aux Bretons d'agir, de concrétiser en quelque sorte ce jumelage. On verra comment dans quelques instants. Et on s'aperçoit, John Paul, qu'à travers cette solidarité, il y a parfois encore du scepticisme. C'est vrai d'ailleurs, à l'Okenolé, on a eu des questions là-dessus sur... Et vous les journalistes, vous avez dit qu'il y avait eu des milliers de morts. En fait, il n'y en a que quelques centaines.
notamment à Timișoara, avec les derniers événements à Târgu Mureș entre les Hongrois et les Roumains. On se demande un peu qui sont ces Roumains, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils nous montrent des histoires, est-ce qu'ils nous mentent, ou est-ce que c'est les journalistes qui mentent? Je pense que ce n'est pas les journalistes qui mentent, ils se trompent, ils peuvent se tromper. Je pense que les Roumains, ils sont dans un état très délicat. Ils ont du mal à se réveiller, ils ont du mal à se prendre en main, ils ont du mal à avoir courage en eux. Et au début, ils en ont peut-être un peu rajouté parce que, comme personne n'était jamais venu les voir, ils se sont dit, cette fois-ci, comme on les tient, ces journalistes, on va leur dire tout le malheur qu'on a eu. Ils en ont peut-être dit plus, mais je pense qu'il n'y avait aucune manipulation, il y avait simplement la rage de crier qu'ils voulaient vivre. Voilà. Et puis, ce qui est justement intéressant dans l'expérience menée par Locquenolé, c'est que là, c'est, je dirais, l'aide utile, très concrète, qui répond à un besoin très précis, tel que vous avez pu, vous, l'étudier sur place.